Jérôme Billois, vous êtes partenaire cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, de quoi s'agit-il exactement ? Alors très simplement, la cybersécurité, c'est la sécurité dans le cyberespace. C'est très concrètement la sécurité des données qu'on va avoir en tant que particulier, en tant que personne, lorsqu'on va échanger sur Internet, lorsqu'on va utiliser nos services de banque en ligne, des services de santé, etc. C'est aussi la sécurité pour les entreprises ou pour les États, la confidentialité des échanges qu'elles vont réaliser ou aussi la disponibilité des systèmes qu'elles utilisent sur Internet. C'est devenu un enjeu crucial pour les dirigeants aujourd'hui ? L'actualité récente avec de nombreuses cyberattaques ont montré qu'une entreprise peut vraiment être arrêtée par une attaque cyber. Certaines ont été à genoux pendant plusieurs semaines, elles ont vu leur système détruit. D'autres ont vu du vol de données de leurs clients, ce qui finalement remet en cause la confiance qu'il y a entre une entreprise et ses clients. Et on a également vu des vols de propriété intellectuelle, ce qui pose un vrai problème de concurrence ensuite pour les entreprises. Comment peut-on s'assurer contre ces risques cyber ? En matière de cybersécurité, on sait qu'une attaque arrivera un jour ou l'autre. On ne peut pas se prémunir de 100% des attaques. Donc une des bonnes mesures à mettre en œuvre, c'est celle d'avoir une cyberassurance. C'est-à-dire comme on a une assurance dans notre quotidien pour son habitation ou pour son entreprise, eh bien on va avoir une assurance qui va couvrir les activités qu'on a dans le cyberespace. Donc les entreprises y souscrivent de plus en plus. C'est des produits qui vont permettre d'un côté, comme toute assurance, eh bien, d'avoir une couverture financière. Si jamais son site web est arrêté, si jamais on a des plaintes des clients, ben on va pouvoir avoir de l'argent pour compenser ça. Mais c'est aussi des assurances qui proposent des services d'aide. Quand une entreprise est touchée par une cyberattaque, ben vous appelez votre assureur et il va dépêcher chez vous des experts cyber pour vous aider à gérer cette crise. Donc, tout le monde peut s'assurer ? Tout le monde peut s'assurer. Alors là, je vous ai fait surtout la vision de l'entreprise. Il existe aussi des assurances cyber pour les particuliers, alors qui sont moins répandues, qui permettent surtout une chose, c'est si votre image personnelle est dénigrée sur Internet, eh bien ces assurances vont vous fournir du service pour essayer de réduire la visibilité de ce contenu sur Internet, donc faire redescendre les résultats dans les moteurs de recherche, demander aux réseaux sociaux d'enlever les messages. Et une assistance juridique, j'imagine ? Effectivement, avec pour certaines ensuite une assistance juridique qui permet de poursuivre les personnes qui auraient posté des messages qui vous nuiraient. Comment peut-on créer de la valeur à partir de la cybersécurité ? Alors créer de la valeur dans la cybersécurité, c'est l'enjeu des années à venir. La cybersécurité, elle est trop souvent vue comme quelque chose qui coûte de l'argent, qui bloque les processus, qui prend du temps. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que cette cybersécurité, elle est de plus en plus demandée par le grand public. Le grand public a été sensibilisé par tous les scandales qui ont touché les réseaux sociaux, et au premier rang desquels Facebook, et on voit que de plus en plus, c'est une inquiétude pour eux. Et donc l'entreprise, en créant des offres où elle va inclure la cybersécurité, va pouvoir se démarquer sur son marché. L'exemple le plus clair qu'on a aujourd'hui dans l'électronique grand public, c'est Apple. Apple, qui, pas plus tard qu'au mois de janvier 2019, a publié une tribune incitant tout l'écosystème à devenir plus respectueux des données à caractère personnel, de la vie privée de ses clients. Et on voit qu'Apple s'oppose clairement à un Google ou à un Facebook dans la manière dont ils traitent les données à caractère personnel. Un autre point intéressant, c'est sur le véhicule autonome et connecté. Aujourd'hui, on voit que les fabricants mettent la sécurité, la cybersécurité au cœur de leurs offres. Comme finalement aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, ce qui est important, c'est sa résistance au crash test, le nombre d'airbags qu'elle va avoir, eh bien on voit qu'elle commence à avoir des discours marketing qui intègrent des éléments de cybersécurité sur la résistance du véhicule à une attaque, sur sa capacité à continuer de rouler normalement, même si elle est la cible d'une attaque. La donnée compte, vous venez de nous le dire, de plus en plus. Parmi les actifs les plus importants des entreprises, les processus métiers sont de plus en plus digitalisés, d'où une interface d'attaque et un nombre de vulnérabilités qui augmente jour après jour. Qui sont ces hackers ? Ont-ils un profil particulier ? Quelles sont leurs motivations ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? En matière de cybercriminalité, on distingue 3 grandes motivations. La première motivation, elle est idéologique. Finalement, des pirates vont attaquer une entreprise parce qu'ils n'aiment pas ce qu'elle fait, tout simplement. La deuxième motivation, et c'est la plus fréquente pour les cyberattaques, c'est une motivation financière.
Le pirate va attaquer pour gagner de l'argent, donc il va réaliser des virements frauduleux, il va voler des données à caractère personnel et les revendre, par exemple. La troisième grande motivation, c'est celle de la déstabilisation. Cette fois-ci, on attaque pour nuire à une entreprise, pour nuire à un pays et finalement l'interrompre dans son fonctionnement normal. C'est ce qu'on a vu par exemple en Ukraine avec des attaques sur le système électrique, ou ce qu'on a vu aussi sur les élections américaines, où finalement des cyberattaques sont venues troubler le bon déroulement de ces élections. Selon un rapport de l'Institut Montaigne publié fin 2018, un cyber-ouragan pouvant toucher simultanément à la fois les PME, les TPE françaises, mais également les grandes administrations, enfin quasiment une crise économique et sociale majeure. C'est un scénario qui a été élaboré avec des universités, avec des entreprises. Ça a duré 9 mois pour donc mettre ce rapport sur pied. Vous en êtes le rapporteur. Est-ce que ce scénario vous semble crédible, plausible, réaliste ? Aujourd'hui, on est dans une vague très importante de transformation numérique. Toutes les entreprises y vont. Par contre, si on regarde, toutes ces entreprises, elles y vont avec des technologies qui sont souvent les mêmes. On va retrouver des produits Microsoft très largement répandus, des processeurs Intel dans les ordinateurs qu'on utilise. Il y a 2 grands fabricants de logiciels de smartphones aujourd'hui. Et donc, on a très peu de diversité. Ça, c'est un premier point. Mais finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que cette transformation numérique, quand on la construit, trop souvent, on oublie la cybersécurité. C'est souvent le parent pauvre des investissements. Et donc, on se retrouve avec une situation explosive. Tout le monde utilise les mêmes systèmes, ces systèmes sont fragiles. Et donc, on l'a bien vu avec les attaques qu'on a connues en 2017, si une menace arrive à un endroit dans le monde, elle peut se répandre extrêmement rapidement à l'échelle planétaire et toucher même des fois des entreprises qui ne sont pas la cible initiale de l'attaque. Donc on est face à un vrai risque systémique qui est un peu le risque d'un ouragan qui finalement, comme un ouragan va suivre son chemin au-dessus d'un pays et toucher de manière indiscernée un hôpital, des PME, un centre-ville, une grande entreprise, une usine, eh bien une attaque cyber c'est la même chose. On peut d'un seul coup avoir des pans entiers de l'économie qui sont touchés et qui peuvent être touchés durement pendant plusieurs semaines parce qu'on a vu des attaques cyber qui sont capables de détruire les ordinateurs, de rendre l'accès aux données complètement impossible et donc de bloquer complètement le tissu économique. Et quand il est question justement d'opérateurs d'importance vitale, on pense notamment aux hôpitaux, est-ce qu'ils sont prêts, eux, à ce type d'attaque? Est-ce qu'ils sont prêts à lutter? Alors face à une attaque cyber majeure, il y a effectivement plusieurs catégories d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont critiques pour la survie de la population, pour le bon déroulement des processus vitaux de l'État. Ces derniers, ils sont visés par une loi qui existe depuis fin 2014 en France, qui est la loi de programmation militaire, qui impose qu'ils aient un niveau minimum de cybersécurité, pour justement être capable de résister à un ouragan cyber. Alors, il ne faut pas se voiler la face, tout n'est pas parfait. Mais sur ces acteurs, il y a quand même eu des investissements majeurs ces dernières années et le niveau de cybersécurité est en train d'augmenter assez rapidement. Donc je pense que d'ici quelques années, on pourra être rassuré sur leur résistance. Et qu'en est-il des PME ? Aujourd'hui, les PME, les PMI, les ETI sont souvent les parents pauvres de la cybersécurité, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est souvent des sociétés où il y a des équipes informatiques très réduites et on sait qu'aujourd'hui il y a un vrai manque de compétences en cybersécurité et donc les écoles n'ont pas formé les étudiants en informatique à ces technologies de cybersécurité et donc ceux qui sont en charge de l'informatique dans ces structures, qui en plus d'être peu nombreux, ne s'y connaissent pas en cybersécurité. Donc ils sont souvent démunis, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'il y a finalement assez peu d'offres de produits ou de services qui se destinent aux PME. Et donc ça fait que dès qu'une PME veut se sécuriser, souvent il faut qu'elle achète des choses très chères et très complexes à installer. Donc on est vraiment dans une situation compliquée. C'est pour ça que dans le rapport de l'Institut Montaigne, on a souhaité mettre en avant 2 choses sur cette population. La première recommandation, c'est que les fournisseurs de services et de produits intègrent directement la cybersécurité dans des offres simples, claires, transparente et facile à utiliser. Là, c'est facile à dire, un peu plus compliqué à faire. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est que finalement, ces PME, ces PMI, ces ETI, souvent leurs clients, c'est des grandes entreprises.
Et ces grandes entreprises, elles ont depuis plusieurs années investi en cybersécurité et elles ont des compétences. Donc ce qu'on préconise, c'est qu'elles utilisent un peu de leur énergie, plutôt que de mettre dans des contrats des exigences cybersécurité qui souvent sont intenables, voire incompréhensibles par ces petites entreprises, et bien qu'elles aillent les aider sur le terrain, que certains de leurs experts de ces grandes entreprises aillent voir ces PME, ces ETI pour les faire progresser en cybersécurité. Ça suppose une collaboration et un partage d'informations qui pour l'instant n'existent pas. Ça suppose une collaboration, de la solidarité, effectivement, mais je pense qu'on en a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, sur la cybersécurité, on voit que le niveau est très faible et qu'on est vraiment à risque. Et finalement, une grande entreprise, si d'un seul coup tous ses fournisseurs ne peuvent plus répondre, elle va s'arrêter. Parce que sa chaîne logistique, on le sait, elle est maintenant en flux tendu, un arrêt de quelques jours d'un fournisseur clé et la grande entreprise ne peut plus servir elle-même ses clients. Donc il y a un vrai intérêt croisé du côté des petites entreprises, du côté des grandes entreprises, même du côté des clients de ces grandes entreprises, que de promouvoir cette solidarité et ce travail en commun pour augmenter le niveau de cybersécurité à l'échelle du pays. Je voudrais qu'on revienne un peu précisément sur ces hackers. Comment ils arrivent à s'introduire? Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que ça passe directement, ou plus principalement par les plateformes cloud? Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sensibles dans les réseaux? Alors ce qu'il faut voir, c'est que les pirates, c'est des gens qui sont très efficaces et qui vont aller vers la solution la plus simple. Finalement, ils ont un objectif, c'est capturer des données, les revendre ou mettre à genoux une entreprise. Et donc, pour faire ça, ils utilisent le chemin le plus direct. Aujourd'hui, le chemin le plus direct, le plus courant, c'est des attaques par les emails. Trop souvent, tout un chacun, on va recevoir des emails dans sa boîte, on va se dire, tiens, c'est bizarre, ce message, je ne connais pas la personne qui me l'envoie, ou c'est étrange le contenu. Je vais quand même cliquer pour voir. Et donc là, c'est souvent par là où le problème arrive. Et donc on va avoir ces pirates qui vont prendre le contrôle d'un premier ordinateur. Et une fois que je dirais que le verre est dans le fruit, ils vont progresser petit à petit dans l'entreprise, de PC en PC, jusqu'à atteindre leur cible, jusqu'à atteindre le serveur financier, le serveur de la production. Et donc le vecteur numéro 1 d'attaque aujourd'hui, ça reste les emails. Nous allons maintenant passer à une partie plus spécifique. Rentrons dans ce rapport, le rapport de l'Institut Montaigne, avec beaucoup de recommandations. Notamment, la première pour les entreprises cotées, donc de belle taille. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise la rédaction d'un rapport sur les risques cyber à disposition des administrateurs, voire une intégration partielle dans les rapports annuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Dans les entreprises cotées, un élément clé, c'est le rapport annuel qui est à destination des investisseurs, des actionnaires dans l'entreprise. Aujourd'hui, il comprend une part sur les risques, mais souvent le risque cyber va y être peu traité, voire des fois pas traité. Et les entreprises ont tout intérêt à ce moment-là à communiquer sur ce qu'ils font, alors sans révéler évidemment les détails des mécanismes de sécurité, mais montrer l'importance du sujet, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un élément clé aussi de l'évaluation financière. On voit les agences de notation financière qui maintenant envoient des questionnaires sur le cyber aux grandes entreprises. Donc cette recommandation, elle vise aussi à sensibiliser les directions générales au fait qu'il faut qu'ils soient plus ouverts et qu'ils soient aussi eux-mêmes plus au courant de ce qui se passe en matière de cybersécurité dans leur entreprise. Pour les PME, les TPE, les ETI, le rapport de l'Institut Montaigne préconise la mobilisation des réseaux de métiers du chiffre, donc les experts comptables, les commissaires aux comptes, pour réaliser un diagnostic cybersécurité annuel avec un cahier des charges minimum. Est-ce que cette préconisation vous semble suffisante ? Et pourquoi en plus mettre les spécialistes du chiffre à part ? Oui. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui sur les PME, les ETI, etc., c'est qu'elles sont peu sensibilisées au sujet de la cybersécurité. Dans le cadre du groupe de travail de l'Institut Montaigne, on a réfléchi à quel est l'acteur, finalement, en qui l'entreprise, la petite entreprise, a le plus confiance. Alors, on a réfléchi à l'assureur, pourquoi pas, mais l'assureur, on n'a pas trop envie de lui parler de ses faiblesses. On a réfléchi au banquier. C'est un peu la même chose, on va être dans une relation financière avec son banquier, on va essayer d'avoir des crédits, etc. C'est pas forcément simple. Et on s'est dit que finalement, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, c'est lui qui a déjà accès aux données de l'entreprise, c'est lui qui souvent conseille le patron de l'entreprise sur un certain nombre d'éléments, et on s'est dit que ça pouvait être un acteur qui pourrait l'éveiller, l'intéresser au sujet de la cybersécurité, en posant annuellement des questions simples,
extrêmement basiques. Est-ce que vous avez des sauvegardes? Quand est-ce qu'elles ont été testées? Est-ce que vous maintenez vos systèmes à jour? Si vous n'aviez pas l'informatique, combien de jours votre entreprise survit? Et finalement, dans un échange comme ça, très simple, eh bien, ça va permettre d'attirer l'attention du dirigeant de l'entreprise et derrière de faire réaliser des actions qui elles-mêmes sont des actions souvent simples, mais qui sont parfois oubliées. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise également de faire évoluer le corpus réglementaire, en particulier les textes liés à la loi de programmation militaire, pour y ajouter des exigences précises de cyber-résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les 200 sociétés les plus critiques en France, ont aujourd'hui des exigences réglementaires qu'elles doivent respecter en matière de cybersécurité. Ces exigences, elles datent de 2014 et elles sont surtout orientées sur la protection de l'entreprise et moins sur sa capacité à bien réagir en cas d'incident. Et on a vu en 2017, suite aux attaques WannaCry et NotPetya, qu'une entreprise pouvait vraiment être à genoux suite à une attaque majeure comme celle-là. Donc ce qu'on préconise, c'est que le corpus réglementaire soit mis à jour pour y ajouter des choses très simples, comme par exemple réaliser annuellement un exercice de crise cyber. On simule qu'on est attaqué, comment est-ce qu'on réagit, combien de temps on met à repartir, etc. Qu'il y ait des choses aussi sur la capacité à reconstruire rapidement des systèmes si jamais ils ont été détruits, et puis sur la capacité aussi à pouvoir communiquer, même en cas de crise. Parce que quand votre système d'information est détruit, quand vous n'avez plus de messagerie, comment vous faites pour échanger avec les collaborateurs? Vous ne pouvez plus. Donc ce qu'on voit, c'est si on n'est pas préparé, eh bien on va utiliser des boîtes aux lettres perso, type Gmail, Outlook, etc., des messageries type WhatsApp, etc. Alors certes, quand il n'y a plus rien, il faut bien faire quelque chose, mais c'est quand même mieux de l'anticiper, et donc d'avoir des systèmes de communication en dehors de l'entreprise qui soient prêts à être mis en œuvre le jour où il y a une crise. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise également de proposer un cadre permettant aux acteurs privés de partager le personnel et leurs compétences avec leurs pairs en cas d'attaque. Comment est-ce que cet échange-là pourrait avoir lieu? Ce qu'on observe, c'est qu'en cas d'attaque, d'un seul coup, on va avoir besoin de beaucoup de personnel pour aider. Et des personnels formés à la cybersécurité, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Donc ce qu'on propose dans le rapport, c'est de créer des mécanismes de solidarité inter-entreprises, soit dans le même secteur d'activité, soit même entre plusieurs secteurs d'activité. Très concrètement, c'est lorsqu'on serait face à une attaque majeure type cyber-ouragan, celle que l'on a modélisée dans le rapport, eh bien c'est que si une banque est touchée, elle puisse appeler une autre banque et que les équipes cyber, les équipes de réponse à incident, se déplacent et viennent aider celle qui est touchée. Donc ça nécessite d'ouvrir son esprit, de casser un peu les codes classiques. Aujourd'hui, les filières cybersécurité sont prêtes à ça parce qu'elles voient bien la menace, elles voient bien aussi la difficulté à gérer des crises. Et donc, il y a déjà des échanges informels entre différentes entreprises, entre plusieurs secteurs d'activité ou même au sein d'un même secteur d'activité. Par contre, c'est quand on en parle aux dirigeants des entreprises où là, souvent, il y a un frein tout de suite. Ah non, on ne peut pas, c'est des concurrents, etc. Bien sûr. Alors qu'en situation de crise, concurrence, ça ne fait pas forcément bon ménage. Mais alors qu'en situation de crise, on voit que tout le monde aurait y gagné parce que notre économie est quand même très très liée. Alors c'est sûr que si c'est juste une entreprise qui est touchée, il n'y a pas de problème parce qu'il y a suffisamment d'experts à disposition sur le marché, dans des sociétés spécialisées, au niveau de l'État. Par contre, si on est face à une situation majeure, c'est là où on épuise les ressources disponibles et où on aura besoin de ces situations de solidarité. C'est comme un peu ce qu'on rencontre dans les situations de catastrophes naturelles, où d'un seul coup, eh bien, il y a une solidarité qui se crée entre les personnes. Il est également question de mobiliser le tissu économique et l'État autour de l'intelligence artificielle pour détecter les attaques et réagir rapidement, sécuriser l'intelligence artificielle pour prévenir les dérives. C'est un vaste programme, est-ce qu'on est prêt à le faire? L'intelligence artificielle, c'est une chance pour la cybersécurité. Aujourd'hui, on en est vraiment au début, mais moi j'y vois vraiment un intérêt dans le futur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des menaces cyber, c'est des choses qui sont extrêmement rapides. Je peux vous reparler de l'attaque NotPetya qui a eu lieu en 2017. On a vu des systèmes d'information complets, centaines de milliers de machines, des milliers de serveurs détruits en 45 minutes. Donc finalement, c'est un rythme qu'on ne peut pas suivre à l'échelle humaine. Donc on va être obligé dans le futur d'avoir des systèmes de cybersécurité qui vont prendre des décisions de manière plus ou moins autonome pour être capable d'interrompre des attaques.
Donc on a tout intérêt à investir en cybersécurité dans l'intelligence artificielle pour arriver à ça. Mais il y a un autre pendant, c'est finalement déjà sécuriser l'intelligence artificielle. Cette technologie, elle se répand énormément dans les entreprises aujourd'hui. On le voit dans des choses très visibles, par exemple les chatbots, quand on va sur le site de son assurance pour demander un certain nombre d'éléments. On le voit aussi, par exemple, dans les systèmes anti-fraude, où aujourd'hui beaucoup de fraudes sont arrêtées par des systèmes de détection automatique basés sur l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces systèmes, c'est des systèmes nouveaux qui viennent d'être conçus et malheureusement, parfois, souvent, on a encore oublié de mettre de la cybersécurité dedans. Et donc on peut imaginer des scénarios où par exemple sur le chatbot de son assurance, si aucune barrière n'a été mise, ben on peut tout simplement poser la question, quel était le numéro de carte bancaire du client précédent? Et l'intelligence artificielle, parce qu'elle souhaite rendre le meilleur service à son client, peut répondre. Voilà. Donc c'est un des exemples, c'est très gênant, et c'est un des exemples concrets de scénarios qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir quelque part mettre des barrières, réfléchir à cette manière de faire que l'intelligence artificielle ne soit pas détournée de son usage initial. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise d'inciter et de donner un cadre aux entreprises sur la mise en place d'une stratégie de défense active, mais sans pour autant sortir du cadre législatif. Est-ce que c'est possible et réalisable rapidement? Une entreprise, quand elle est attaquée, actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève le pont-levis, elle se barricade chez elle et elle attend que ça passe. Alors, c'est le minimum à faire, évidemment, mais on peut avoir une stratégie de défense qui soit plus active. Alors, il ne faut pas aller trop loin, mais on peut par exemple imaginer que si l'attaquant est en train d'attaquer depuis un serveur qui est chez un hébergeur connu ou qui est à proximité, on peut contacter cet hébergeur, lui signaler un comportement étrange sur cette machine pour que lui investigue et puisse potentiellement couper l'attaque. Donc il faut réfléchir en dehors de chez soi, quelque part. Et ça, c'est assez nouveau dans les équipes aujourd'hui de cybersécurité. Par contre, attention, il y a une barrière à ne pas franchir, c'est celle qu'on appelle le hackback, c'est-à-dire finalement la contre-attaque cyber. Il ne s'agit pas d'aller contre-attaquer pour que chaque entreprise décide d'aller détruire les systèmes de l'attaquant, parce que finalement, ce n'est peut-être pas les systèmes de l'attaquant, c'est peut-être les systèmes d'une entreprise qui s'est fait pirater avant. Et on pourrait avoir des effets collatéraux qui seraient dramatiques. On ne veut pas que le cyberespace se transforme en Far West. Ce n'est pas du tout l'idée. Ce qu'on veut par contre, c'est que les entreprises aient une réflexion plus large, plus poussée, plus active dans leur défense cyber. Le 12 novembre dernier, à l'occasion de la réunion à l'UNESCO du Forum des gouvernances de l'Internet, le FGI, le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Que contient cet appel finalement ? Alors cet appel, il contient des principes qui sont importants pour garantir la stabilité et la confiance dans le cyberespace. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'en regarde un qui me semble très important, c'est en particulier sur le fait que dans le cyberespace, le droit s'applique. En fait, il y a une tendance qui voudrait que le cyberespace, toutes les règles du droit entre États, etc., ne s'appliquent pas forcément. Non, je pense que c'est quelque chose où on doit reprendre les bons principes qu'on a dans notre droit existant et faire que dans le cyberespace, il s'applique. Alors effectivement, il y a certainement des aménagements à avoir, parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même chose, on est dans un espace numérique par rapport à un espace physique, mais les grands principes qui régissent le droit aujourd'hui doivent clairement s'appliquer. Un autre point intéressant dans cet appel, c'est le fait que les entreprises ne contre-attaquent pas lorsqu'elles sont attaquées. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour pas que l'Internet se transforme en un grand Far West. Donc cet appel de Paris, finalement, est assez positif pour la voie de la cybersécurité. L'appel de Paris, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'on ait de la confiance et de la stabilité dans le cyberespace. Aujourd'hui, Wavestone, justement, a rejoint cet appel de Paris. On s'est inscrit dans cette démarche et tous les principes qu'il met en œuvre, on les applique dans les missions qu'on réalise au quotidien, que ce soit lors de nos tests d'intrusion ou que ce soit lors, par exemple, de réponse à incidents lorsqu'on aide des clients à résister à des cyberattaques. Merci Jérôme. Merci à vous.